Quand tu pars de zéro, de te dire que ta première opération, ton premier investissement, c'est de surperformer le marché, c'est-à-dire de faire mieux que les experts que tu écoutes. Toi, penser que derrière ton écran, tu vas être dans les 2% des mecs qui vont battre les mecs de la City à Londres, c'est que tu as une très grosse confiance en toi et tu vas te planter. Il y a de plus en plus de personnes qui éduquent, ça fait un peu l'effet boule de neige et donc tout le monde se met à s'intéresser à ça. Il faut quand même creuser parce que dans chaque classe, tu as du très risqué et du beaucoup moins risqué. Il y en a certains, tu n'as pas d'effet de levier, donc tu peux pas profiter du crédit de la banque. Finalement, quand l'argent est gratuit, tu peux investir dans 10 startups, te planter 9 fois, celle qui explose te rapporte de l'argent. Quand ton argent aujourd'hui te coûte plus cher, il va falloir être plus sélectif. Bonjour à tous, salut Yohan. Salut. Salut Pierre-Emmanuel. Salut Jules. Donc vous êtes tous les deux avec moi pour savoir comment est-ce que on investit son épargne intelligemment en 2024. Ouais. Pierre-Emmanuel, toi tu es le directeur de la plateforme Maslow.imo. Yohan, tu es le fondateur de la newsletter Snowball qui compte 60 000 abonnés actuellement. C'est ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé à fonder cette newsletter et surtout ton parcours avant la création de cette newsletter? Ok, alors mon parcours, moi, donc j'ai fait des études d'économie sans trop savoir qu'est-ce que j'allais faire après. Finalement, je me suis assez rapidement passionné pour l'univers des startups, donc j'ai pas atterri dans l'économie après mes études, mais plutôt dans l'univers du marketing, dans diverses startups parisiennes. Mais toujours avec cette passion pour les finances perso, l'économie, que voilà, je suivais de près. La collecte de data aussi un petit peu? Et la collecte de data, ça oui, ouais, ça, ma première boîte d'ailleurs, c'est donc WeThings, qui est donc une startup dans l'univers bien-être, objets connectés, Qui sont des montres etc. connectées Exactement, startup française, et donc qui est centrée sur la collecte de données. Et en effet, c'est un truc qui me passionne. Ouais. J'adore suivre un peu plein de trucs dans ma vie, le nombre de pas que je fais, le nombre de bières que je bois. J'ai vu cette anecdote, donc justement, je voulais t'en parler. Je savais. Et donc, voilà, passionné par cet univers des finances, de l'économie, ça reste un peu en tâche de fond dans ma vie. Ok. Et un peu par hasard, en 2020, juste avant le premier confinement, je me dis, il y a plein de gens qui me posent des questions sur cet univers-là. C'est quoi une assurance vie? Où est-ce que tu l'ouvres? Elle est où ton compte titre? Ça sert à quoi? Bon, bref, plein de questions. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'éducation. Pour moi, dans la tête, c'était oui. Logique, C'est limpide. logique, les gens sont éduqués sur le truc. Je savais que c'était pas terrible en France, mais bon, j'étais un peu biaisé. Et je me dis, tiens, ça serait cool de lancer une newsletter pour partager mes connaissances, quoi, tout simplement. C'était vraiment un petit projet à côté de mon boulot. J'étais encore directeur marketing. Ok. Et finalement, ça prend bien. Les gens me disent que c'est hyper utile. Et finalement, je me dis, ça pourrait devenir un vrai projet, quoi. Et ça, quand tu l'as lancé, tu avais déjà une communauté qui te suivait? Non, Tu as non, communiqué sur quoi? C'est comme, moi, c'était sur LinkedIn au début, donc Ok. j'avais une petite communauté liée à mon boulot. Ok. Donc, je bossais chez Comet, c'est une plateforme qui met en relation des freelances tech avec des entreprises. Et donc, j'avais une petite communauté LinkedIn, et donc j'ai fait un premier post, et les gens ont dit, ah ouais, ça peut être cool. Et donc, les premiers 1000 abonnés s'abonnent. Et puis après, voilà, je me dis, je quitte mon boulot, je me concentre à fond dessus, et voilà, ça a grandi. Et là, 4 ans après, c'est non seulement le média, mais bon, on en parlera peut-être après du reste, mais voilà, là, il y a plusieurs employés, plusieurs créateurs, il n'y a plus que moi, quoi. En fait, ça m'a dépassé un peu. Ok. À la base, initialement, on est d'accord que c'était une newsletter qui était donc dédiée à l'éducation financière, C'est ça. avec comme objectif justement de toi pouvoir expliquer ce que tu connaissais. C'était quoi la véritable intention à la base de cette Ouais, newsletter? je crois que la toute première édition, c'était comment je gère mon budget. On parlait de chiffres, Ok. et j'ai une Google Sheet où Ouais. je suis mon budget, tout ça. Et j'ai juste partagé ça en disant, voilà comment je fais, voilà ma méthode. Ok. Donc c'était vraiment du partage de connaissances pures et dures, d'éducation sur moi, comment je fais. Si vous voulez le prendre, prenez-le, sinon je vous l'aurais partagé, quoi. Et en fait, ça, cet esprit-là, il est resté. Donc on est toujours dans l'éducation. Ok. Mais sur certaines parties, donc il y a une partie gratuite, une partie payante. Sur la partie payante, on est plus sur vraiment des méthodes de passage à l'action, alors que sur la partie gratuite, on est plus sur de la pédagogie, formation un peu globale. Tu vois, ok, compte titre ou PEA, qu'est-ce que je prends, c'est quoi les Bien avantages sûr. des deux, des choses comme ça, l'immobilier, fractionné ou pas. Ok. Donc voilà, on est sur des trucs beaucoup plus pédagogiques. Et la partie payante, on est plus sur, ok, je veux passer à l'action, qu'est-ce que je J'ai fais? envie de faire. Ouais. Et c'est un peu là le lien entre Maslow.imo et justement Yohan de Snowball. C'est que nous aussi, sur cette plateforme, justement, Pierre-Emmanuel, on a des clients qui, avant, ont été lecteurs ou même ont cette version payante. Ouais.
et donc du coup qui ont envie de se lancer, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ce qui est hyper important, c'est que on a les mêmes personnes qui s'interrogent sur les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Maslow, on a une population qui est entre 25 et 44 ans. Donc la moyenne, c'est la trentaine. Ouais. Et surtout, ils cherchent à s'informer par eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que j'ai la chance d'être un petit peu plus vieux que vous. C'est qu'avant, quand tu voulais investir, tu allais peut-être voir ton banquier. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont sur des banques digitales. Donc la banque digitale, c'est pas cher, mais ton niveau de conseil, il est à 0. C'est normal, puisque tu payes 0 de frais, donc tu as 0 de conseil. Mais du coup, c'est eux qui décident, est-ce que j'ouvre un compte titre ou est-ce que j'ouvre une assurance vie, qu'est-ce que je veux mettre dedans, les ETF, c'est quoi, voilà, en fait, c'est ça. Et ils se forgent une opinion tout seuls. Et nous, sur l'immobilier, c'est pareil. C'est finalement, il y a des interlocuteurs, je peux faire de l'ancien, je peux faire du neuf, je peux faire des travaux, je peux faire du Airbnb, je peux faire du meublé, je peux faire du nu. Et en fait, ils ont besoin d'aller chercher toute cette somme d'informations. Au travers des podcasts, au travers des newsletters, au travers de tout ça, dans des médias qui n'existaient pas à mon époque quand moi j'ai démarré. Et ils se forgent une opinion. Et après, ils arrivent sur notre plateforme ou d'autres, parce qu'ils décident eux-mêmes, maintenant que j'ai décidé de faire ça, quel est l'interlocuteur le plus fiable Je vais choisir. pour m'accompagner. Et c'est ça où ça a vraiment changé. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a choisi de partager de la data pour dire, voilà, aujourd'hui, c'est quoi un bon investissement immobilier? Voilà les critères. On a sorti un score. Et après, l'expertise, c'est que moi, les conseillers qui sont derrière leur écran en visio, ils ont 10 ans d'expérience, ils sont certifiés AMF. Voilà, je voulais vraiment qu'on soit sur ça pour aussi rassurer quelqu'un, mais qui en sait déjà beaucoup, beaucoup. Ouais, là, tu parlais, toi, de certification. Je suppose que c'est aussi dur et que parfois la frontière, elle est dure à mesurer entre l'éducation, justement, pédagogique et vraiment le conseil que je vais donner. Ouais. Ça, est-ce que, parce que quand on commence avec sa communauté LinkedIn de 150 personnes et qu'il y a plus de 60 000 personnes qui nous suivent, je pense qu'il y a aussi à prendre en compte, non, cette dimension. Comment est-ce que ça, tu as pu le gérer? Ouais, bien sûr. Déjà, moi, rapidement, au bout de, je sais pas, un an, je pense, ou un an et demi, j'ai passé tout ce qu'il fallait pour devenir CIF. Donc la certification ouais, AMF. exactement. Donc, ouais. je suis conseiller en investissement financier, faire un snowball l'est. Mais par contre, en effet, si quelqu'un s'abonne à la newsletter, tu n'as pas le droit de lui donner un conseil, achète ça par rapport à ta situation, parce que tu connais pas ta situation déjà. Donc, c'est ça, le but, c'est plus de dire, OK, on vous partage un savoir, tu vois, je sais pas moi, partager un outil pour créer un matelas de sécurité, tu vois, ça je peux le faire, il n'y a aucun problème, c'est pas un conseil, je dis voilà, je vous partage un outil, c'est vous qui le faites vous-même. Si je partage des idées compte titre, PEA, je donne tous les avantages et inconvénients de chacun, je dis pas ouvre un compte titre ou ouvre un PEA. Donc j'essaye toujours de rester très nuancé, très non biaisé aussi, même quand je parle des outils, tu vois, je vais pas dire ouvre absolument un compte titre chez tel, je dis bah voilà, il y en a plein que j'aime bien. Les autres, je ne les connais pas tous, vous faites un peu comme vous voulez. Donc là, ouais, la frontière, elle n'est pas évidente, mais voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a créé aussi un service plus pour les gens qui veulent aller plus loin et se faire accompagner. Donc voilà, ça, on est en plein dedans là. Ouais, parce que pour reprendre le thème, donc comment investir son épargne intelligemment, je pense que tous les deux, vous êtes d'accord pour dire que déjà, pour investir son épargne intelligemment, il faut savoir ce qu'on veut faire, à quoi cet investissement va nous servir, avoir des objectifs qui sont clairs, précis, non, avec une échelle de temps. Est-ce que ce n'est pas les premières recettes d'un investissement intelligent ou pas? Ouais, je suis un peu partagé sur les objectifs parce que je pense que c'est hyper bien d'avoir des objectifs, mais il y a plein de gens, ils n'en ont pas. Tu vois, ils se disent pas, OK, je veux avoir une maison secondaire dans 20 ans, ok. et du coup, ils vont pas investir parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Du coup, souvent, quand je rencontre des gens comme ça qui me disent, bah, je sais pas trop comment faire des investissements, même dans 20 ans, dans 30 ans, l'argument que je leur sors, c'est en fait, Posera la question après. non, c'est pas ça, c'est plus tu t'achètes du temps dans le futur, quoi qu'il arrive. Et le temps, on sait combien c'est précieux. Et donc je leur dis, en fait, investis maintenant et peut-être que dans 30 ans, tu pourras, j'en sais rien, moi, te payer, te permettre, par exemple, de bosser à temps partiel grâce à tes investissements et faire ton hobby à côté, quoi, tu vois. Donc, en fait, t'es pas obligé d'avoir un objectif. Ton objectif, c'est gagner du temps dans le futur, quoi qu'il arrive. Si tu as des objectifs, très bien, retraite, il y en a plein, on les connaît tous. Mais voilà, donc je me dis, objectif c'est bien, s'il n'y en a pas, tu te dis, en fait, ouais, je m'achète du temps dans le futur, et c'est un peu ça. Mais c'est aussi ton objectif, quoi. De gagner du temps, ça devient ton objectif. Exactement, ouais. C'est une histoire de vocabulaire. Oui, En fait, exactement. en visio, ils ont 30 ans, ils te parlent de liberté financière. Ouais, ça veut dire Et moi, j'en ai 48 dans quelques jours et je vais te parler de retraite. Mais c'est quoi la retraite? C'est de la liberté financière. C'est est-ce que je vais avoir les moyens de prendre ma retraite, d'avoir un toit sur ma tête, avoir des loisirs, etc. Ou nos clients ou prospects qui ont 30 ans et qui n'ont pas encore d'enfants, ils ne te parlent pas des études de leurs enfants. Moi, mes filles, elles ont 20 ans et 18, elles sont en pleine étude. Donc là, je comprends bien ce que c'est. Et j'avais pas, par rapport à ce que tu dis sur les objectifs,
Mon jeune Parisien qui est dans la tech, qui gagne 70 000 euros et qui ne sait pas quoi faire de ses... Il souhaite investir, mais il ne sait pas trop comment. Il a plein d'idées, il t'écoute, toi, il en écoute d'autres. Comment j'investis, il va pas dire je veux financer les études de mes enfants. Non, il en a pas encore, ça va arriver après. Comme tu dis, il va gagner du temps et il va avoir des choix. En fait, c'est de se donner des choix. C'est ça l'idée. Ok. Vous parlez justement de vos lecteurs ou clients. Est-ce que depuis toi la création de la newsletter, tu as senti une évolution ou dans le comportement justement de tes lecteurs ou de tes abonnés? Et Pierre-Emmanuel, pareil, est-ce que vous sentez que cette politique d'évolution des taux, de marché qui est un peu volatile, est-ce que ça a changé un petit peu le comportement de tes lecteurs pour toi, Johan, et tes investisseurs, toi, Pierre? Alors moi c'est très généraliste, donc je pense que j'ai été peut-être moins affecté que les gens qui sont que sur un seul créneau, genre bien sûr. l'immobilier évidemment. Donc moi ce que j'ai pu remarquer en globalité, c'est il y a une volonté beaucoup plus forte d'aligner valeur et investissement. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on voit pas mal de nouveaux acteurs arriver sur le marché pour investir dans des produits plutôt verts ou en accord avec des valeurs XY. Avoir un impact positif. Ou dans l'économie réelle, savoir vraiment ce que ton... C'est ça, exactement. Il y en a pas mal, Lita, Tudigo, etc. Il y en a pas mal qui sortent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu vraiment se développer énormément. Et puis en gros, une grosse volonté, en tout cas chez les plus jeunes, d'aller vers des investissements aussi alternatifs. Ça, c'est vachement développé. Tu vois, investir dans... alors c'est un peu retombé là, mais tu vois, les sneakers, les montres, les fractions de voitures de sport, tu vois, un peu tout ça, ça s'est énormément développé. Je pense surtout pendant la période Covid, tu vois, quand les gens ne savaient pas trop quoi faire. Hobby, tu deviens passionné de... Donc ça a explosé. Et sur la partie IMO, il y a eu énormément d'acteurs, ça a explosé dans tous les sens, là, de le fractionner, les aides à l'investissement, etc. Et donc je me rends compte qu'au tout début, en 2020, les gens, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas énormément d'acteurs. Et là, maintenant, il y a tout un paysage qui s'est développé pour accompagner à divers niveaux, que ce soit dans la gestion, tu vois, on voit des Matera, justement, des Orizio, bon, bref, plein d'outils, et aussi dans l'accompagnement pour investir. Donc c'est un peu tous les trucs que j'ai pu voir, et aussi alors je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y en a de plus en plus, mais les gens sont plus en demande d'éducation qu'à l'époque. Donc enfin, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux ou je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus ouverts et donc du coup ils captent plus d'informations et donc du coup ils ont besoin de l'ingurgiter ou... Je pense que c'est lié, enfin c'est un peu le serpent qui se mord. C'est en fait il y a de plus en plus de personnes qui éduquent, donc il y a de plus en plus de personnes qui sont éduquées et ça fait plus de bruit et en fait ça fait un peu l'effet boule de neige et donc tout le monde se met à s'intéresser à ça. Donc ça je l'ai vu aussi, donc cette volonté de s'éduquer. Voilà, en gros. Pour toi, Pierre, est-ce que tu as... Ouais, en fait, si on parle de l'actualité ou des 5 dernières années, c'est en fait le cadre de référence, il a tellement changé. Voilà, je vais encore faire mon vieux, mais moi j'ai déjà connu plein de crises. Donc j'ai déjà connu la crise de 2008, j'ai déjà connu la crise de 2013-2014. Donc moi aujourd'hui, je suis pas surpris. Ouais. Je ne prétends pas dire voilà ce qui va se passer. Mais bon, quand les taux font x4 en 12 mois, est-ce que le marché s'arrête? La réponse est oui. Est-ce que les prix se corrigent? La réponse est oui. Et ça, c'est des mathématiques, il n'y a pas besoin de le faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de gens, beaucoup d'interlocuteurs qui se sont lancés dans un cadre de référence où il n'y avait qu'un seul cadre de référence. Ouais. Tu parlais de start-up tout à l'heure. Finalement, quand l'argent est gratuit, tu peux investir dans 10 start-up, te planter 9 fois, celle qui explose te rapporte de l'argent. Quand ton argent aujourd'hui te coûte plus cher, il va falloir être plus sélectif. Parce que tu as moins le droit de te planter 9 fois sur 10. Tu ne peux plus te planter 9 fois sur 10, que le coût que tu as investi. Donc c'est vrai que les effets de levier ont été moins importants. Donc la vitesse de développement de ces startups a été moins importante. Et elles étaient aussi souvent enfermées dans un seul schéma. Et quand tu n'as pas de solution de repli, que tu n'es pas capable de réinventer ton modèle, c'est compliqué. Et aujourd'hui, dans un modèle immobilier, par exemple, si on parle de l'immobilier, tu as eu d'abord tous ceux qui sont dit, bon, ok, comment je fais pour casser le marché ? L'agence immobilière, pas de porte, 2 km autour de mon agence, voilà comment ça fonctionne. Transaction classique ancien. Ok, je me mets sur Internet, donc j'ai plus les loyers de ça, je casse le marché avec les frais, etc. Mais un modèle qui résonne sur la transaction, sur lequel tu n'as pas de récurrent, si le marché s'arrête, t'es mort. C'est fini, ça ne marche que par le volume. Moi, ce que je trouve que cette multiplication d'acteurs a fait quand même
qu'à un moment donné, le côté expertise commence à gagner. C'est-à-dire que moi, les combiner avec des gens en face cam qui disaient bonjour, j'ai 25 ans, il y a 6 mois, j'y connaissais rien. Aujourd'hui, je suis city manager à Marseille. Et je me rappelle avoir fait des réunions chez Maslon en disant voilà, vous avez vu cette vidéo-là, ben nous, j'adore l'état d'esprit du type, son sourire, son énergie, sa conviction. J'adore. Mais nous, on va faire tout l'inverse. D'accord ? Nous, on est adossé à un groupe qui a 40 ans. On gère 900 logements à Marseille. On sait où il faut investir, où il ne faut pas investir. Et voilà ce qu'on va expliquer aux gens qui sont derrière l'écran. Marseille, est-ce que c'est une bonne solution ? Oui, dans telles conditions, à tel endroit. Et c'était ça qu'on a voulu mettre en avant dès le départ. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est un peu payant. Ok. Toi, Yoann, justement, par rapport à ce changement ou à l'actualité, est-ce que tu adaptes tes thèmes sur les newsletters? Est-ce que ça arrive comme ça? Comment est-ce que tu arrives à définir un calendrier éditorial? Est-ce qu'il y en a un? Mon calendrier éditorial, il est de l'après-midi au soir, quand je dois envoyer la newsletter. Donc, je n'ai pas vraiment de calendrier. Mais oui, c'est forcément lié à l'actualité. C'est évident, tu vois, si tout le monde parle de crypto, je prends les années 2020-2021. C'était un vrai sujet parce que les gens étaient en recherche d'éducation et c'était un peu le Far West. Et du coup, tu te dis, bah, en fait, c'est le Far West, j'aimerais bien les accompagner dans ce Far West et qu'ils ne fassent pas trop n'importe quoi. Donc oui, forcément, tu adaptes. Après, j'aime bien rester assez généraliste, donc j'essaye pas trop de dire, ok, de m'enfermer dans une bulle. Enfin, bulle, pas dans le sens bulle spéculative, mais plus une bulle où tu vas faire que ça, quoi, niche. Donc j'essaye quand même de rester assez généraliste dans l'approche. Ouais. Ok. Les premiers conseils que tu peux donner à quelqu'un justement qui a envie de se lancer, est-ce qu'on peut se lancer à tout âge? Est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum? C'est quoi les premières choses à faire? Si j'ai envie de commencer à investir, commencer à avoir justement cette idée de me gagner du temps, sans forcément avoir des objectifs, c'est quoi toi les premiers conseils que tu pourrais donner? Bah déjà pour l'âge, ouais, je pense qu'on est tous d'accord ici autour de la table qu'il n'y a pas d'âge en soi. Et surtout que plus on commence tôt, en général, mieux c'est. Et mieux c'est ça. Et si c'est tard, il faut pas trop s'en vouloir. C'est pas grave, quoi. Souvent les gens ils disent maintenant j'ai 40 ans, c'est trop tard, ça sert à rien. Voilà, du coup les regrets, les remords, tout ça, c'est pas bon. Donc il n'y a pas d'âge. Et je dirais que la première chose à faire, bon. La théorie dit que le mieux c'est d'avoir déjà ton matelas de sécurité. Bon, ça on est d'accord avec ça. Épargne de précaution. Bon, ça, disponible à n'importe quel moment. Bon, partons du principe qu'on l'a. Okay. Voilà, on a 6 mois d'avance. Bon, on va partir de 6 mois, peu importe le temps, mais on dit que 6 mois c'est bien. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est peu importe le produit au départ, ce qui est important, c'est plus le produit d'investissement. Je veux dire, que ce soit des actions, des cryptos, des sneakers, etc. Je pense que le plus important au début, c'est de mettre la main dans l'engrenage pour te dire, OK, je vais commencer à investir. Et en fait, c'est un peu comme quand tu commences à courir. Tu ne vas pas courir direct le marathon, tu vas faire 1 kilomètre, etc. Donc, je dirais de commencer par quelque chose qui parle. Tu vois, j'ai le neveu d'une amie, il a commencé par les sneakers, c'était sa passion. Et maintenant, il commence à investir en bourse et aller. Voilà. Okay. Donc, je dirais de commencer par un truc qui te parle. Que tu arrives à comprendre, que tu puisses ressentir. Pourquoi? Parce que ça aide à digérer un petit peu la perte que tu peux avoir si jamais Non, c'est juste un intérêt qui est plus fort pour ça, tout simplement. Tu vois, aujourd'hui, il a développé une expertise dans les stickers. Ouais, maintenant, lui, il va te dire celle-là, ça vaut 2000, celle-là, ça vaut 3000. Ah bon, d'accord. Et donc, il va atteindre une expertise sur ce sujet-là. Et quand il va choisir d'investir dans autre chose, il va se dire tiens, il faut que j'atteigne le même niveau d'expertise dans l'IMO ou en crypto que dans les sneakers si je veux que ça fonctionne. Et puis, tu as un tronc commun, en fait. Peu importe dans quoi tu investis, tu connais bien acheter, le rendement, etc. Bon, bref, tu connais tout ça. Après, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui t'intéresse. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, pour moi, c'est commencer. Aujourd'hui, tu as des solutions où tu ouvres une assurance vie, tout est automatisé, avec des robots advisors. Tu vas commencer très simple, à 50 € par mois, tu peux commencer à investir. Et donc, c'est ça qui n'est pas évident parce que le marché aussi est tellement vaste aujourd'hui, tu as des acteurs dans tous les sens et tu ne sais pas lequel choisir. Et c'est là où c'est pas évident, je trouve, et que tu parlais du banquier à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de conseillers. Les gens ont peur d'aller voir un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'ils se disent j'ai pas assez de thunes en fait, ça sert à rien, ça va me coûter cher. Souvent, ils pensent que c'est des vendeurs, ce qui est parfois vrai, parfois faux. Donc ça dépend. Donc ils sont un peu bloqués dans je sais pas trop quoi choisir. Je suis d'accord, je trouve que avec vous deux, c'est
la gestion de patrimoine, c'est un des mondes qui est encore en évolution. C'est une profession qui est en train d'évoluer, qui n'avait pas spécialement évolué, et qui est là, qui est en pleine mutation, de par justement ces newsletters éducatives, les montants, rendre accessible l'offre. Avant, si j'avais envie d'aller, je sais pas, d'aller investir avec Pictet, fallait que j'aille chez Pictet et que je dépose 2 millions d'euros. Maintenant, à travers les assurances vie, à travers 50 euros, je peux avoir accès à des fonds de chez Pictet. Donc ça, c'est vrai que c'est un monde qui est en train de changer. Ouais, moi je trouve que, épargne de précaution non négociable, et après, je souhaite investir. Donc il y a déjà le fait d'avoir la récurrence, de décider une somme par mois, peu importe dans quoi tu l'investis. Voilà. Et après, il y a le côté accélérateur. Quels sont les accélérateurs que j'ai à ma disposition dans mon parcours ? Je vais les actionner à un moment que je souhaite, quand je me sens prêt à le faire. Évidemment, le premier accélérateur, c'est le crédit, ma capacité à m'endetter. J'ai des revenus, je peux m'endetter. Qu'est-ce que je fais de la dette ? C'est pareil, c'est toi qui décides. Mais ce levier-là est intéressant. Après, si on parle d'immobilier, parce que c'est plutôt ma partie, aujourd'hui, il te faut un apport personnel. Donc, il faut d'abord que tu te constitues un apport personnel. Donc, tu ne peux pas signer ton CDI le lundi et le mardi acheter un immeuble de rapport. Ça existe pas. Si tu as de la chance. Tu peux avoir beaucoup de chance. Ouais, mais dans la vraie vie, ça va pas se passer comme ça. Donc, voilà. Et après, de se dire que la vie ne se gère pas dans un tableau Excel. C'est-à-dire que ton tableau Excel... Là, fais gaffe, tu vas énerver Johan. Je te le dis tout de suite, là, tu vas l'énerver. Eh ben non, alors, Si. Je vais aller dans son sens. Ça se gère dans un tableau Excel si tu n'as pas oublié de ligne. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Dans l'immobilier, il faut que tu prennes en compte un retard sur tes travaux, une vacance locative, un dégât des eaux, des coûts d'assurance. Il faut que tu prennes les scénarios et après te dire, est-ce que j'ai mis une sécurité sur ces scénarios-là ? Et puis, si j'ai investi à 15 minutes de vélo de chez moi, je peux peut-être agir. Si j'ai investi on parlait des expatriés, parce qu'on a fait un podcast récemment sur les expats, si je suis à 8 heures d'avion, bon, les verrous vont devoir être un petit peu plus... Voilà, j'achète dans l'ancien, je fais des travaux, tu es en Guadeloupe, il te faut un architecte ou un maître d'œuvre. C'est non négociable. Ça coûte 10 points, ça doit être dans ton tableau Excel. Si c'est à côté de chez toi, à 15 minutes, peut-être que tu peux t'en passer. Et donc, cette ligne-là, elle n'existe pas. Voilà. Et toujours aussi, faire le scénario de repli. C'est-à-dire... en cas de... nous, on a eu la grande mode t'achètes un appartement que tu peux louer 700 euros par mois, t'es un imbécile, mets-le en Airbnb, tu vas le louer 1500. Est-ce que 1500, c'est mieux que 700 ? La réponse, est oui, les gars, il n'y a pas de souci. Maintenant, contrainte, j'ai plus le droit, municipalité, Estrosi, il enlève les boîtes à clés, il faut que je passe par une conciergerie, machin, etc. C'est quoi ma solution de repli ? Donc, en fait, mon appartement, qu'est-ce que je peux en faire si jamais ma solution optimisante, colocation, etc., ne marche pas, qu'est-ce que je peux en faire d'autre ? Et toujours penser à la sortie aussi, c'est des choses qui sont importantes. Là, Pierre, toi, tu nous as parlé d'un type de véhicule d'investissement qui est l'immobilier. Johan, si tu devais résumer ou présenter à quelqu'un justement les différents types d'actifs, différents véhicules d'investissement par famille, c'est quoi, toi, les grosses familles que tu as identifiées ? Imaginons que tu parles à un novice. Moi, dans quoi je peux investir ? J'ai ce matelas de sécurité. Sur quel type c'est quoi les familles d'actifs que toi tu identifies ? Pour moi, il y a le grand classique bourse, donc actions, obligations. En étant débutant, je n'irai pas sur les obligations parce que c'est un peu complexe à comprendre. En tout cas, on met de côté le fonds euro qui peut être intéressant dans une assurance vie, mais déjà là, je pense que j'ai perdu les débutants en parlant de tout ça. Donc pour moi, la partie action, c'est un peu le plus simple, le plus liquide, etc. Donc des ETF, pour les débutants, pareil, c'est des paniers d'actions, ça te permet de diversifier hyper facilement. Tu ne vas pas aller choisir telle entreprise parce que tu as vu leur bilan. Ouais, bien sûr. C'est pas du titre vif, tu choisis plutôt une thématique, une zone géographique. Oui, un index, le S&P 500, on sait tous que c'est la région la plus dynamique du monde. Donc les Américains, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Je partirais sur un truc assez simple, ça, dans un PEA ou dans une assurance vie, tu vois, dans ces deux enveloppes pour le point de vue fiscal. Donc, je prends la bourse. Après, évidemment, tu as l'immobilier. Est-ce que dans l'immobilier, on peut différencier deux types d'actifs qui sont pour moi l'immobilier traditionnel, l'appartement, ma maison, ma résidence secondaire, et tout ce qui est immobilier tertiaire, tout ce qui est pierre, papier, commerce, qui est pour moi deux types d'immobilier totalement différents et dans lesquels on peut investir
Alors de la même manière, différent. en cash à crédit, mais pas avec les mêmes montants. Ouais, Et pas sur les mêmes rendements. ouais, c'est sûr. Est-ce que vous distinguez ces deux types d'actifs différemment ou pas du tout? Bah, dans l'immobilier, ouais, mais il y en a même plusieurs. Tu pourrais distinguer le commercial, le non commercial, le fractionné, le non fractionné, les SCPI, c'est différent que le fractionné. Bref, ouais, t'en as vraiment plein. Et donc, oui, en effet, je le différencie parce que bah, du coup, c'est pas accessible avec les mêmes montants. Il y en a certains, tu n'as pas d'effet de levier, donc tu peux pas profiter du crédit de la banque. Tu vois, si tu veux investir dans, je sais pas moi, du fractionné, tu vas pas dire à la banque, je vais emprunter 100 000 euros et je vais mettre dans du fractionné, et on dira quoi, c'est quoi ça? Donc oui, mais à chaque fois, c'est pour des objectifs qui sont peut-être différents. C'est pas quelqu'un qui veut acheter un immeuble de rapport, c'est pas la même personne qui va diversifier une petite partie, genre 50 euros dans de l'immobilier fractionné parce qu'il veut diversifier, pas prendre les mêmes risques, et donc c'est pas la même chose. Donc ouais, c'est pas évident. C'est vrai que dans chaque classe, tu as des sous-classes d'actifs. Tu as plein de sous-classes, oui. Tu peux même investir dans l'immobilier en achetant entre guillemets, des actions en bourse. Tu as les REITs américains qui te permettent, c'est une sorte de SCPI, mais sur le marché américain. Bref, tout est un peu flou si tu mélanges, quoi. Donc ouais, immobilier. Et ensuite, tu as on va dire que tu as la grande catégorie des alternatifs, où dedans, et même dedans, tu en as plein d'autres. Tu vois, tu as la crypto, tu as les matières premières, tu as le private equity, start-up, pas que. Tu as des objets de collection, et ça pour moi, c'est un peu celui qui. Bon, si tu prends la pyramide, c'est un peu celui qui est en haut parce que c'est un peu plus risqué, c'est un peu plus. Bon. Oui et non, parce qu'il y en a qui. Enfin, tu vois, l'or, est-ce que c'est est-ce que c'est alternatif ou pas? Tu vois, il y a des débats sur ça. Pour certains, c'est un peu comme l'immobilier, c'est très solide. Pareil sur le private equity, est-ce que c'est plus risqué qu'un tracker Ouais, c'est ça. Donc en gros, cette pyramide, elle est très caricaturale et c'est fait exprès, c'est pour simplifier. Mais voilà, il faut quand même creuser parce que dans chaque classe, tu as du très risqué et du beaucoup moins risqué. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Intéressant. C'est hyper intéressant. C'est que dans chaque classe d'actifs, j'ai aussi un degré de risque qui évolue en fonction soit de mon interlocuteur, soit de la zone géographique où je le fais, soit de... Il y a aussi le temps que tu veux y consacrer. Enfin, je pense que ça, c'est hyper important. Quand tu dis, je prends un ETF dans une assurance vie ou un compte titre, bon, bah, tu choisis une zone d'investissement en dollars, etc. Et c'est du rendement passif, en fait. Et en fait, c'est toujours une quantité de temps à consacrer au rendement. Il y a le couple rendement-risque qu'on connaît, mais il y a le temps à consacrer. Et c'est vrai que ça, le côté faiseur où je place juste mes sous, c'est pas la même chose. Acheter ta résidence principale et acheter un investissement locatif, c'est pas le même investissement, c'est pas le même choix. Aujourd'hui, ce débat-là, notamment sur la clientèle assez jeune, très urbaine, qui sait ou qui te dit, moi, mon job fait que je vais bouger. Je vais pas rester à Paris pendant 10 ans. Enfin, je peux aller vivre à l'étranger, ils sont hyper mobiles, etc. Donc finalement, de se dire, bon, bah voilà, Paris, tu es à 9 000 euros du mètre carré, il y a 9% de frais de notaire. Est-ce que je m'en colle pour 400 000 tout de suite? Si je revends dans 2 ans, est-ce que je vais récupérer mes 400 000 peut-être. Est-ce que je vais récupérer mes 400 000 plus mes 9% de frais de notaire, plus les travaux que j'ai fait pour mettre ça à mon goût? Pas sûr, du coup, voilà. Et donc ça, ces débats-là sont quand même assez importants. Ils se posent beaucoup de questions parce que l'immobilier, comme par exemple un actif moyen long terme, et ta résidence principale, elle doit aussi se raisonner un peu comme ça aussi. Alors que tu as d'autres actifs sur lesquels tu peux rentrer, sortir. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Toi, Pierre, on est au courant, on a compris que ton actif de prédilection, c'était l'immobilier. Bah, ouais, mais... Toi, Johan, si tu devais en choisir un dans les 3 dont tu nous as parlé, alors pas forcément en donnant un conseil à quelqu'un, mais toi, est-ce que vraiment, tu parlais tout à l'heure de passion pour investir ou d'envie, est-ce que actuellement, toi, c'est quoi justement dans ces 3 familles, l'actif ou la famille d'actifs qui te fait le plus rêver ou qui te passionne le plus? Alors ouais, alors, si je devais en choisir qu'un, il y aurait évidemment la partie passion, mais il n'y aurait pas que ça qui jouerait dedans parce qu'il y a la partie financière, risque, etc. Je dirais que si je devais en choisir qu'un, pour moi, ce serait plutôt la bourse action parce que, enfin voilà, j'adore étudier les entreprises, les marchés, l'économie, la macroéconomie, et ça a vraiment beaucoup d'impact. C'est très liquide, donc pour moi, je le choisirais celui-là. Ce qui est le plus lié avec ton parcours scolaire et toi, la passion que tu as depuis... C'est ça, ouais, j'aime bien comprendre pourquoi telle entreprise réussit ou l'autre échoue, donc je pense que je partirais sur ça. J'aurais pu choisir startup parce que c'est un peu la même chose. Bien sûr. Mais bon, là sur le risque, au final, on est d'accord qu'au final, en fait, ces 3 secteurs, parfois, ils se touchent aussi. C'est là où c'est compliqué. Ouais. Je peux très bien faire une opération de private equity.
Donc c'est là où parfois je trouve que c'est compliqué pour l'investisseur, quand je débute, de vraiment distinguer toutes les classes d'actifs qui peuvent parfois se regrouper. C'est clair, ouais. Ouais. Non, c'est pas évident. Ouais. Après, ce qui est important, et je trouve que ce qui a aussi beaucoup changé dans notre univers de métier, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la gestion de patrimoine. Tout le monde pensait avant que c'était que pour les gens qui étaient riches, qui avaient des fonds. C'est-à-dire, en gros, tant que j'ai pas 100 000 euros de cash sur mon compte, je ne peux pas atteindre des produits différenciants. Alors qu'aujourd'hui, cette ouverture, ces interlocuteurs, ces plateformes qui donnent aussi ce savoir et accès à des produits, à investir dans de l'immobilier fractionné aux États-Unis, le mec il se dit ah non mais il faut que j'ai vendu ma boîte, j'ai 3 millions, je vais voir un banquier privé qui va me dire la dette privée d'entreprise, etc. Tu te dis toi je n'ai pas accès à ça, il faut que je revende ma boîte et qu'il se passe quelque chose. Alors que ça aujourd'hui c'est accessible pour tout le monde. Et ça je pense que du coup ça nourrit les gens de savoir et de comprendre, de mettre les mains dans le cambouis et comment ça marche. Si c'est accessible, Exactement. C'est quelque chose qui est rassurant. Ouais. Et justement, selon vous, c'est quoi les erreurs, en gros, les plus courantes qu'on fait quand on est primo-investisseur? En immobilier ou en tout? En tout. Si je veux avoir une vision globale, quoi les erreurs à éviter ou les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand j'investis pour la première fois? Il ne faut pas être trop passionné? Ouais, après, tu as l'excès de confiance qui peut être très dangereux. Tu vois. Enfin, si on prend l'univers des cryptos, si tu investis en 2020, tu te prends pour Warren Buffett. Quoi. Ouais. Ok, j'ai choisi, ok, ça marche trop bien. Du coup, tu vas dire, ah, tiens, ouais, vas-y, je mets tout, mon matelas sécurité, bah, je le mets aussi parce que je vois que ça marche. Donc ça, c'est quand même très dangereux chez les débutants, mais je dirais que c'est quand même nécessaire de faire l'erreur. Parce que si tu fais pas l'erreur, tu vas la faire trop Je suis tard. d'accord avec toi. Et donc, Justement, ça aura beaucoup mieux vaut plus la faire tôt, d'impact, quoi. vaut mieux Ouais. la faire tôt parce qu'elle te servira justement à C'est ça, grandir. ouais. Donc c'est une erreur qu'on peut éviter, mais bon, des fois il faut la faire. Mais non, après, je pense que l'erreur principale, c'est de se tromper dans qu'est-ce que ça veut dire investir. Beaucoup de gens disent j'investis dans mon livret A, tu vois, ça c'est classique chez les Français. Alors que bon, aujourd'hui, d'accord, c'est 3%, c'est pas mal. J'épargne, mais j'investis pas. Mais voilà, c'est de l'épargne, c'est pas de l'investissement. Et donc, ouais, ça, pour moi, c'est une erreur quand même assez classique chez les débutants. Ou alors qu'ils se disent, voilà, j'accumule sur mon compte courant. Ils prennent ça comme l'investissement, mais c'est juste de l'épargne, comme tu dis. Donc, pour moi, c'est un peu ça, c'est ne pas investir. Tu peux même être de l'épargne qui se dévalue. Oui, voilà, tu perds de l'argent avec le temps, avec l'inflation. Ouais. Enfin, du pouvoir d'achat, pas de l'argent. Donc, ouais, ne pas investir, c'est un peu la plus grosse erreur, quoi. Et toi, Pierre, l'erreur Peut-être quand tu pars de zéro, de te dire que ta première opération, ton premier investissement, c'est de surperformer le marché. C'est-à-dire de faire mieux que les experts que tu écoutes. Ouais, ça, c'est... 98% des boursiers-coteurs qui font du day trading se plantent. Bah ouais. 98%. Donc toi, penser que derrière ton écran, tu vas être dans les 2% des mecs qui vont battre les mecs de la City à Londres, c'est que tu as une très grosse confiance en toi. Et tu vas te planter. Ouais. Ça, c'est une certitude. C'est comme quand tu écoutes des podcasts sur l'IMO, les mecs qui racontent leur histoire. Ils disent j'ai fait une première opération, j'ai acheté un studio, j'ai fait 20 000 euros de travaux, j'ai loué, après j'en ai fait une deuxième, j'ai fait 60 000 euros de travaux, etc. Après j'en ai fait une troisième, j'avais 250 000 euros de travaux. Bon, et puis là, finalement, le mec, l'artisan m'a planté, j'ai dû refaire. Et toi, bonjour, j'aurais acheté un immobilier de rapport avec 10 appartes, avec 300 000 euros de travaux. Mais commence pas par ça. Ouais. Le mec qui a fait ça, ou les marchands de biens, ils t'expliquent leur plus gros succès. Mais ce que j'adore, c'est quand il y a les mecs où ils sont plantés. Mais heureusement qu'ils avaient fait quelques opérations avant celles qui sont plantées. Parce que si toi, tu te lances la première fois sur celle où tu te plantes, mon coco, ça va durer longtemps. Donc, essaye pas de surperformer des experts et le marché sur ton premier sujet. Voilà. Comme dans la crypto, c'est pareil. Les cryptos, tu as les 5 premières et tu en as les 3000 dernières. Et les mecs, qui vont sur le premier truc, ils vont faire all-in sur la 3000 dernières parce qu'ils ont eu un mec sur Instagram. Bon, ils vont se faire plumer. C'est réglé, c'est écrit à l'avance. C'est clair. Pour vous, dans le contexte actuel, quelles sont les tendances actuelles en matière d'investissement qui vous semblent les plus performantes? Ou en tout cas, pas les plus performantes. Où on peut obtenir ce couple rendement-risque intéressant. Donc, quand je dis couple rendement-risque, c'est au moins au-dessus de mon niveau d'inflation, en prenant un risque qui est limité.
Moi, je resterai sur la bourse, Sur ton marché ETF. action. Ouais, si tu as si t'as un horizon long terme, Est-ce que tu as aussi, toi, cette vision de quand je vais investir sur le marché action? Alors, j'ai pas l'expertise pour analyser justement chaque boîte et aller faire du titre vif, mais plutôt d'essayer de choisir une thématique auquel je crois sur les 5, 10 prochaines années. Est-ce que par exemple l'IA, est-ce que la collecte de data, c'est important et donc je vais chercher à investir La dans sécurité. des fonds qui sont en lien avec ça ou vraiment d'aller faire du titre vif? non, moi, je pense que, enfin, si je veux un couple rendement-risque correct, je partirais sur un indice vraiment très large. Le plus large, le grand classique, le MSCI World, où Ok. tu as 7500, je ne sais plus combien le chiffre exact, mais tu investis dans 7500 entreprises dans le monde. Alors, c'est très centré sur les US parce que c'est une C'est là énorme où on a, économie. bien sûr. Mais enfin, voilà, tu prends peu de risques. Après, choisir une thématique, ça demande quand même. Pour moi, ça arrive après. Ça, c'est vraiment de la diversification quand Ok. tu as déjà un bon socle solide. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est comment est-ce que j'investis sur le marché action, Ouais, mais en diluant mon risque, que ce ouais, soit sur les zones géographiques ou même sur les entreprises. ouais, c'est ça. Donc, moi, je commencerai par le plus vaste possible. Donc, bon, soit on reste sur les États-Unis. Bon, c'est Warren Buffett qui disait qu'il ne faut pas parier contre les US. Après, on ne sait jamais. Peut-être que dans 20 ans, enfin, on peut Bien sûr. rien savoir, hein, c'est impossible. Mais bon, en termes de proba, il y a quand même de grandes chances que ça reste encore la première économie Ouais. mondiale. Donc, je fais confiance quand même au proba. Et après, par contre, de parier sur l'IA, la cybersécurité, les batteries, tu vois, et d'acheter des ETF thématiques, ça, c'est plus compliqué quand même de dire, OK, dans 10 ans, est-ce que l'IA, on est toujours dans un La boom, croissance. une bonne croissance ou pas? Dur. Par contre, de dire, OK, les États-Unis seront en croissance, ça, bon, C'est un pari qui est plus facile plus à. facile, ouais. Ok. Voilà. Donc tous les deux diversification, c'est ça, quel que Ouais, soit le ouais, évidemment, secteur. tu fais pas all-in dans l'immobilier, tu fais pas all-in à la bourse. Ouais. Et il faut réagir au portefeuille. Qu'est-ce que je mets en sécurité? Qu'est-ce que j'accepte de perdre? Ouais, exactement. Et c'est difficile comme de se dire qu'est-ce que j'accepte de perdre, tu vois. Ouais. Et même si, par exemple, la génération de mes parents, quand ils avaient leur banquier, en fait, quand tu disais placer de l'argent, en fait, dès que le banquier leur proposait autre chose que du fonds euro, Ouais. ouais, mais c'est risqué. En fait, alors, et dans la même phrase, il disait, ouais, bah, votre truc, ça rapporte rien. Et dès qu'on leur proposait quelque chose pour sortir du fonds euro, ils disaient, oui, mais c'est risqué. Ouais. Et en fait, c'était ça. Et donc ça, je trouve que ça a quand même bien progressé. Et après, il faut aussi profiter bah, des marchés qui s'arbitrent, hein, voilà. Et est-ce que l'immobilier, ça s'arbitre en ce moment? Oui. Les loyers sont en train de progresser et les prix sont en train de baisser, donc ton rendement a augmenté. Est-ce qu'il faut rentrer dedans? Bah, je sais pas, prends l'inverse, les loyers augmentent pas et les prix augmentent, est-ce qu'il faut rentrer? Ça dépend le coût de ta dette, c'est aussi Souvent, le un taux peu ça. d'intérêt, c'est vrai que ça fait peur aux gens, mais c'est Bien vrai qu'on sûr. a la chance d'être en France et où Avec tu un peux. taux d'intérêt fixe. Voilà, taux d'intérêt fixe, on n'est pas aux États-Unis, que tu peux renégocier dans 5 ans, 10 ans, franchement, On en pas parlait, trop en avoir on peur, en quoi. parlait dans notre podcast avec les expats, mais c'est vrai que nous, on a accompagné des clients des Français qui vivent aux États-Unis ou au Canada, Oula, où ouais, c'était mieux, ils empruntent à 8, voilà, ils te disent, mais enfin, et chez nous, ça coûte 15 000 euros du mètre carré, il faut qu'on aille en banlieue, on achète une maison en bois, voilà, enfin, c'est des choses où tu arrives en Allemagne, le mec il te dit, bonjour, enfin, en gros, tu arrives avec ton œil de français, j'aurai une garantie sur les loyers impayés, ça n'existe pas. Ouais. Ah bon? Bah, pourquoi? Bah, parce que les Allemands payent leur loyer. Ouais, alors ça, ça me rassure pas. Enfin, c'est ça qui est génial d'ailleurs à expliquer pour nous. Je trouve que notre rôle de pédagogue là-dessus, il est On va voir important. la différence entre les pays aussi. top. Merci à vous deux. Avant de terminer, Yann, on a une petite tradition. Oui. Donc nous, chez Maslow, en référence à la pyramide, si tu devais donner 3 conseils en allant du conseil pour débutants jusqu'au conseil pour l'expert, Ouais. si on devait faire trois types de conseils, ce serait lesquels tes 3 conseils, en commençant par le conseil pour le débutant, en allant au conseil pour l'expert? Alors, le conseil pour le débutant, bah, je vais reprendre celui que j'ai dit tout à l'heure, de commencer par un investissement qui nous parle, que ce soit d'un investissement à impact ou dans les sneakers ou dans les Lego, que Ouais. sais-je. Commencer par ça parce que ça va nous donner le goût d'investir. Pour l'intermédiaire, je dirais c'est peut-être à ce moment-là que tu commences à diversifier parce que tu peux pas forcément diversifier. Enfin, si tu commences avec 50 euros par mois, tu peux pas t'acheter un appart à louer, etc. Donc c'est compliqué, même si aujourd'hui tu peux diversifier avec 50 euros. Donc intermédiaire, je dirais, tu commences à diversifier. Et pour l'expert, je dirais de ne pas surcomplexifier.
trop complexifié, ouais. Ouais. Parce qu'on a plus tu as d'argent et plus j'ai l'impression qu'il y a certains investissements qui deviennent un statut social. Tu vois, de dire ok, ouais, j'ai une holding. J'ai une SARL de famille, Ouais, c'est ça, une et du coup, société j'investis mère, dans- une société fille. Ouais, j'ai investi dans des produits hyper complexes, etc. Et souvent, tu te rends compte qu'en fait, de rester le plus simple, c'est ce qui rapporte le mieux sur le plus long terme. Tu parlais tout à l'heure de ceux qui font du trading et qui perdent 90% comparé avec ceux qui font d'investissement dans des ETF classiques. Donc ouais, pour l'expert, je dirais de pas trop se complexifier la vie, rester simple, quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann, pour ta présence dans nos 41 Merci à vous. mètres carrés. Merci, Pierre. Merci, Jules.